Merci beaucoup Santiago pour cette présentation. Donc nous, on va appeler nos intervenants. À toi Laurence. Florence. Je me gourde déjà. Non, c'est rien, elle s'appelle toute seule, c'est pratique. En premier lieu, donc, je vais vous présenter Maria Oliveira, qui est en fait membre du CEPEJ, de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous, mais qui a fait un enregistrement visio que vous aurez l'occasion de voir, et peut-être aussi de la voir en visio pour des questions. Maria a actuellement collaboré à de multiples initiatives promues par le Conseil de l'Europe, et notamment donc, cette commission pour l'efficacité de la justice au niveau européen. Et elle a participé au groupe de travail sur la médiation, cette commission qui s'est terminée en 2019, mais le travail continue, même si la commission elle-même est terminée. Alors maintenant, on va accueillir, parce qu'il est là, Nicolas Fournier, qui lui a eu une carrière de dirigeant opérationnel dans des entreprises industrielles internationales avant de se reconvertir à la médiation civile et commerciale. Il s'est formé au Royaume-Uni et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est là aujourd'hui. Tiens, on te rappelle. Et aussi en France, et il exerce à l'heure actuelle son activité de médiateur à plein temps entre le Royaume-Uni, la France et l'international. Continuant notre voyage en Europe, nous allons maintenant accueillir en fait Elisabeth Ribeiro, médiatrice. Elle est assistante sociale, médiatrice agréée et facilitateur en justice restaurative. Elle est titulaire d'un DU en médiation et un certificat en médiation familiale internationale et en justice restaurative. Merci Elisabeth. On reprend pied en France avec Laurent Giraud de France Médiation, qui dirige, donc Laurent dirige l'association nationale France Médiation, qu'il a cofondée en 2008, association qui ressemble plus de 75 structures ou services de médiation sociale. Laurent porte la professionnalisation et la reconnaissance du métier. Il est aussi membre du Haut Conseil du travail social et du Conseil national des villes. Merci Laurent. Et pour rester toujours en France, mais dans un côté pratico-pratique, nous avons l'aimable participation de Franck Rimbaud, qui est directeur juridique et social d'Air France. Franck Rimbaud est diplômé de l'université Panthéon-Assas Paris 2 et d'HEC. Il a fait toute sa carrière au sein d'Air France, dans laquelle il est entré en 1994 en tant que juriste en droit social. Et il est actuellement, et depuis 2007, directeur juridique et social au sein de la DRH centrale. Et il gère à ce titre l'ensemble des questions de droit social, conformité, conseil, contentieux pour l'ensemble du groupe Air France. Franck Rimbaud, pardon, mais on a pris l'habitude de l'appeler Franck, excusez-nous, est par ailleurs président délégué du MEDEF 93-94 et membre du Conseil supérieur de la prud'homie. Merci. Merci Franck. Je te laisse présenter la vidéo. Là maintenant, vous allez assister à une vidéo du vice-président du Conseil d'État, M. Tabuteau, qui nous a fait la joie de pouvoir participer en tout cas et de commencer notre plénière. Donc je vous laisse avec lui. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer l'initiative de ce deuxième congrès international de toutes les médiations. En tant que processus amiable de règlement des différends, la médiation doit être connue, elle doit être reconnue, promue, tant elle contribue à l'apaisement rapide et durable des relations sociales. C'est pour cela que les juridictions administratives se sont engagées avec détermination depuis plusieurs décennies dans le développement des modes amiables de résolution des différends, et donc bien sûr dans la médiation. Le juge administratif est pleinement mobilisé autour de la médiation. Principalement, bien sûr, lorsqu'elle est ordonnée par le juge, après avoir recueilli l'accord des parties, mais aussi lorsque les parties demandent au juge d'homologuer l'accord issu de la médiation, ou encore, de temps à autre, lorsque l'expert diligenté par le juge prend l'initiative de cette médiation. Les chiffres sont éloquents. Entre janvier 2017 et mars 2022, plus de 4300 médiations à l'initiative du juge ont été réalisées. En 2021, 1% des affaires enregistrées par les juridictions administratives ont fait l'objet d'une réorientation effective en médiation, soit plus de 2200 médiations
ordonnées à l'initiative du juge, dont 1850 menées à terme, avec, il faut le souligner, un plein succès dans 54% des cas. Pour atteindre cet objectif de 1%, les juridictions administratives ont dû se mobiliser, elles ont dû s'informer, se former, s'organiser, s'outiller et s'entourer. Il leur a fallu proposer, convaincre, accompagner. Il leur a aussi fallu sensibiliser l'ensemble des acteurs du procès administratif afin qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent apprécier les particularités et les avantages de ce processus. De très nombreuses conventions de médiation ont également été établies depuis cette date avec des administrations et des collectivités, des associations, des centres de médiation, des dispositifs de médiation institutionnelle ou territoriale, ou encore avec des universités et des centres de formation. Ce développement de la médiation passe aussi par le dispositif de la médiation préalable obligatoire, souvent désignée par ses initiales, la MPO. Lorsqu'une telle procédure existe, l'engagement d'une médiation est une condition de recevabilité du recours porté devant le juge. Au terme d'une expérimentation qui a été menée du 1er avril 2018 au 31 décembre 2021 et qui a permis 4810 médiations, le mécanisme a pu être soigneusement évalué. Il n'a pas été pérennisé pour les litiges où il n'avait pas fait ses preuves, comme pour les litiges de la fonction publique au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ou pour les contentieux sociaux liés soit aux revenus de solidarité active, soit aux aides personnalisées au logement. En revanche, la MPO a été retenue lorsqu'elle est apparue efficace et opportune, c'est-à-dire lorsqu'elle a abouti à un accord qui réglait le différend et qui permettait de restaurer le lien social et la confiance entre les parties. Les textes prévoient désormais que le champ d'application de la MPO peut être élargi par décret en Conseil d'État, et nous espérons pouvoir étendre cette MPO à de nouveaux champs. Je voudrais également souligner la pertinence de cette médiation préalable obligatoire. Par nature, la médiation est plus opportune, elle est plus efficace au stade pré-contentieux, car le conflit ne s'est généralement pas encore enquisté. La MPO permet de consacrer un véritable espace-temps à la médiation avant saisine du juge. Elle permet de donner au processus de médiation plus de chances de réussir, mais aussi d'accentuer et d'accélérer l'acculturation de la médiation parmi les acteurs du procès administratif. L'Association des médiateurs des collectivités territoriales qui organise ce congrès de toutes les médiations, et je les remercie, est un partenaire des juridictions administratives au plus près du terrain. Je salue son travail et sa disponibilité pour les juridictions administratives dans leur ensemble. Il est important que des médiateurs, connaissant bien l'administration, soient présents et puissent répondre aux invitations des juges administratifs. Ce développement nécessitera aussi une politique administrative plus favorable à la médiation, avec par exemple des budgets dédiés, des objectifs médiation ou des lignes directrices claires dans les administrations et les collectivités. J'exprime ainsi simplement le souhait que tous ces acteurs continuent de se mobiliser individuellement et collectivement en faveur de la médiation administrative. Merci donc de m'avoir invité, même si je ne peux pas être présent, être physiquement parmi vous, mais je suis avec vous à travers les membres de la juridiction administrative qui participent à vos travaux. Je sais que ces travaux seront fructueux, qu'ils seront passionnants, et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Le vice-président du Conseil d'État nous a fait la joie d'avoir cette vidéo. Toutefois, si vous avez des questions sur la médiation administrative, je vous propose d'aller sur la table ronde qui s'en occupe, parce que là, en tout cas, le sujet ne sera pas discuté là maintenant. La problématique de cet après-midi, profession médiateur. Nous avions mis un point d'interrogation, puisqu'en fait, tout est à construire. Pour enlever toute ambiguïté, quand nous parlons de profession, à la différence du métier, la profession est envisagée sous l'angle à la fois de l'enseignement des particularités de l'activité de médiateur, mais aussi sous l'angle de la corporation des médiateurs. Et le métier est, quant à lui, l'activité concrète du médiateur. Donc, profession, enseignement
et corporation, métier, activité précise du médiateur en tant que métier. La médiation, Hervé Carré disait que la médiation, ce sont des branches sans tronc. Ce sont... excusez-moi, je me remets à la bonne page. Ce sont des branches sans tronc qui puisent leur force dans des racines historiques, culturelles, cultuelles, etc. Les branches sont multiples, et vous le savez bien. Médiation familiale, sociale, organisationnelle, institutionnelle, je n'arriverai pas à les couvrir toutes. On entend souvent parler de médiation, mais très rarement de celui qui la porte, le médiateur. Or, de cet arbre, c'est le médiateur qui en constitue le tronc et en assure à la fois la solidité et porte son avenir. Pour commencer et pour illustrer en fait cette plénière, on a lancé 2 sondages. Un sondage qui était à destination des médiateurs et l'autre qui était à destination des utilisateurs de la médiation. Ça nous a paru intéressant de pouvoir aller dessus. Je présente le sondage, Laurence répond. Vous l'avez sous forme graphique derrière vous, ou devant vous pour ceux qui sont les intervenants. Activité principale de la médiation pour les médiateurs qui ont répondu? Plutôt familiale et puis entreprise. Exercez-vous une autre profession? Oui, en fait, je suis à la fois formateur, de temps en temps un peu travailleur social, enseignant, responsable RH, avocat, consultant. Et en pourcentage, ça représente combien? 70%. C'est pas grave, t'as loupé la question. De quel type sont vos médiations? Ah oui, non, j'ai été trop vite. Mes médiations sont à la fois, la plupart du temps, conventionnelles. Qu'évoque pour vous la profession de médiateur? Alors là, je dirais une profession. Et à plein temps, une reconnaissance, une formation suffisante, un métier, quoi. Êtes-vous dans l'attente de la reconnaissance métier ou profession du médiateur? Oui, pour 90%. Au cas où il y aurait une reconnaissance métier, faudrait-il une représentation nationale? Alors, je dirais que si c'est un ordre ou un conseil national de la médiation, à peu près 46%. Sinon, je suis un peu partagée. Une inscription au répertoire des métiers, ça m'irait aussi. Est-ce que vous voyez des freins à cette reconnaissance métier ou professionnelle? Alors là, oui. Ouais, pas mal quand même. Alors, je dirais que, même si je n'ai pas trop envie de le dire, le lobbying des avocats, c'est un peu compliqué. Après, comme la médiation, ce n'est pas forcément très rémunérateur, est-ce que je vais réussir à en vivre? Ça, c'est une question. C'est tellement aussi flou. Moi, je me dis médiateur, mais d'un autre côté, il y en a qui viennent et me disent « Bon, alors, vous êtes un chien ?» Ah non, ça ne marche pas. Donc, il y a tout ça qui ne va pas. Mais du coup, s'il y a des freins, il y a aussi des intérêts. Ah ouais, la reconnaissance. Moi, je voudrais bien qu'il y ait une formation avec un socle commun. Je voudrais bien avoir une sécurité aussi pour moi, aussi bien financière, ça veut dire que je peux en vivre, mais aussi, je prévois ma retraite, ça veut dire aussi que quand je m'installe, j'ai un code APE qui fonctionne, ça veut dire que concrètement, je suis un médiateur et quand je discute avec d'autres professionnels, on me reconnaît tout de suite. Et quel serait l'intérêt de la reconnaissance d'une profession? La visibilité. Ça veut dire qu'on sait que je suis médiateur et que je ne fais pas un autre travail. Et si on l'envisage donc cette fois-ci sous l'angle de ceux qui ne sont pas médiateurs mais qui sont des utilisateurs de la médiation? Alors là, c'est complètement flou. Moi, je suis paumée. Vos trucs, médiateur, conciliateur, aidant, intermédiaire, compromis, etc., ça ne parle pas trop. Est-ce que vous trouvez que le médiateur est défini de façon très claire dans les textes législatifs? Non, ça ne me va pas du tout. Et voyez-vous une différence entre conciliateur et médiateur? Non plus. Selon vous, est-ce que le médiateur exerce une profession? Moi, je crois que oui. Bon, après, entre profession, métier, mais oui. Bon, quelquefois, il y en a qui disent mission, mais
La formation est-elle un indice de compétence du médiateur? Oui, oui. C'est quand même plus simple d'avoir affaire à un médiateur formé qu'à un boulanger qui se dit médiateur. Et si vous devez faire appel à un médiateur, du coup, puisque ce n'est pas votre boulanger, comment allez-vous le trouver? Sur Internet, parce que ça marche bien. Ou le bouche à oreille, ou il y a un autre professionnel qui me dit tiens, celui-là il est pas mal, allez-y. Et le fait que ça soit une profession principale, reconnue, mais donc principale, est-ce que c'est important pour vous? Oui. Quelles sont les qualités que vous attendez d'un médiateur? Qu'il m'écoute et qu'il m'accorde de la confiance et qu'il ait une formation suffisante et que ce soit une personne, qu'il existe. Merci. Donc là maintenant on va avoir la vidéo de Maria qui n'est pas avec nous. Qui, comme je le rappelle, intervient au nom du CEPEJ. Elle habite au Portugal, elle est en activité au Portugal, mais elle représente donc la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Je commence par remercier les organisateurs de ce colloque pour l'aimable invitation et saluer tous les participants à qui je souhaite un fructueux travail. Dès 1998, avec l'adoption de la recommandation sur la médiation familiale, suivie de la recommandation sur la médiation en matière pénale et de la recommandation sur les modes alternatifs des litiges en matière administrative et la recommandation sur la médiation civile, celle-ci de 2002, le Conseil de l'Europe a consacré une particulière attention à la médiation en tant que moyen approprié de résolution de litiges dans le cadre de l'administration de la justice. Sur cette route, une instance du Conseil de l'Europe destinée à améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes judiciaires et renforcer la confiance des justiciables, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, CEPEJ, a été créée, au sein de laquelle le groupe de travail sur la médiation, CEPEJ-GT-MED, a travaillé au développement des pratiques de la médiation en Europe. Je m'adresse à vous en tant qu'ancien membre du dit groupe de travail, lequel, pendant son second mandat de 2017 à 2019, a mené une étude pour mesurer l'impact des dites recommandations et aussi des lignes directrices adoptées au cours de son premier mandat de 2006 à 2007. Les conclusions de l'étude et bien aussi l'expérience acquise à travers des programmes de coopération conduits par la CEPEJ ont soutenu l'initiative d'élaborer la boîte à outils pour le développement de la médiation, destinée à accompagner pas seulement les États, mais aussi tous les intervenants dans le domaine de l'accès au droit et de la justice, avec des instruments bien détaillés, couvrant différents domaines, plusieurs domaines, comme par exemple l'installation d'un projet pilote de médiation judiciaire, modèle de formulaire de médiation, ou même des programmes de formation et sensibilisation pour les notaires et les agents d'exécution. Donc, je vous invite à consulter ces instruments. Ils sont disponibles sur le site web de la CEPEJ. Bon, selon cette approche, la professionnalisation des médiateurs repose sur 3 piliers, soutenus par les outils appropriés. D'abord, la formation, sujet bien au cœur de cette initiative, dont le but c'est d'assurer une application effective des recommandations et des lignes directrices.
Le programme de base de formation des médiateurs, c'est un outil qui peut servir comme ligne directrice commune pour l'enseignement de la médiation dans différentes juridictions, couvrant les principes du programme de formation, du développement de connaissances, ayant en attention les particularités de la formation spécialisée en matière familiale, civile, pénale et administrative. Le second pilier concerne la formation de qualité à travers des organismes de formation et certification reconnus. Ceci, c'est un élément essentiel de la professionnalisation des médiateurs, leur permettant d'acquérir une identité professionnelle, la reconnaissance de ses pairs et aussi de la société en tant que professionnel. Les lignes directrices sur la concession et le suivi des programmes de formation à la médiation répond à ce besoin en permettant de fournir des orientations aux États membres, au gouvernement des États membres et aux parties prenantes pour mettre en place des programmes de formation efficaces et de qualité. On établit des règles, notamment sur l'enregistrement des programmes, les prestataires, le contenu des cours, le cadre de compétences des médiateurs, l'approche pédagogique générale et bien sûr l'accréditation. Toutefois, il est reconnu que ces deux aspects ne sont pas suffisants, car il faut que la formation théorique initiale soit complémentée avec une activité pratique qui n'est acquise s'il existe une demande effective et généralisée de services de médiation. Cela nous mène au troisième pilier. La professionnalisation des médiateurs dépend en large mesure de la mise en place de politiques publiques concrètes, encourageant les parties à recourir à la médiation, soit à travers par exemple, la réduction des frais de justice, soit à travers de mesures plus musclées, comme c'est le cas de la médiation préalable obligatoire en force, par exemple, en Italie et en Turquie. Le manuel européen pour le développement des législations nationales en matière de médiation présente de bonnes pratiques dans les États membres du Conseil de l'Europe, destinées aux législateurs nationaux, et s'inscrit dans ce propos. Un chapitre est consacré entièrement aux médiateurs, convoitant garantir la qualité de la médiation et une approche systématique de la profession de médiateur. Au-delà, pour qu'on puisse arriver à une vraie professionnalisation des médiateurs, il faut compter aussi avec le concours actif d'autres professionnels, en particulier les juges et les avocats. Les premiers encourageant les parties, les seconds conseillant leurs clients à favoriser ce moyen rapide, économique, efficace règlement de litige que c'est la médiation. Dans cette perspective, on a inclus dans la boîte à outils le guide du renvoi judiciaire à la médiation et le programme de sensibilisation à la médiation pour les juges. Et aussi important, le programme de formation pour les avocats, pour l'accompagnement des clients dans la médiation. En conclusion, la reconnaissance de la profession, c'est une affaire qui nécessite le concours des médiateurs, des organismes de formation et certification, et aussi du système d'administration de la justice dans un sens large. Simultanément, un besoin, en tant que contribution pour améliorer l'accès aux droits et à la justice, et aussi un défi à faire face, gardant à l'esprit toutes les bien connues inhérentes difficultés. Merci beaucoup pour votre attention.
c'est maintenant au tour de Nicolas Fournier d'intervenir. So, first, I'm awfully sorry for all the Brits in the room, but I've been asked to use the indigenous language, so excuse my French. Et je vais passer donc en français pour préciser d'abord que je ne vais parler que de médiation civile et commerciale et que je vais me restreindre à l'Angleterre, le Royaume-Uni étant une entité compliquée. Voilà, et donc si on se résume à l'Angleterre, je vous propose de vous montrer les résultats d'un audit, enfin d'une étude qui est faite par le CIDR, le Center for Effective Dispute Resolution, qui est un des grands, les plus réputés, peut-être, organismes de formation à la médiation et de certification à la médiation. Et tous les 2 ans, conjointement avec le CMC, le Civil Mediation Council, il y a une sorte d'audit de la profession. Et donc, première chose, le montant des médiations, des cas de médiation par an, continue à augmenter de façon régulière ça dit quelque chose déjà à 16 500 cas de médiation par an traités, enfin ou recensés, parce qu'il y en a probablement beaucoup qui sont hors des écrans radars. Ça dit quelque chose de la maturité de ce marché. Et là-dedans, on voit 3 grandes catégories de médiateurs. Ceux qui sont en bleu foncé, les médiateurs dits avancés, c'est-à-dire ceux qui sont déjà largement expérimentés, voire même très expérimentés, ça représente 2 tiers environ, et les autres qui sont encore relativement novices là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que dans les médiateurs avancés, il y en a là aussi 2 tiers qui se déclarent comme travaillant à temps plein en tant que médiateur. Donc ça dit quelque chose du fait que c'est possible aujourd'hui au Royaume-Uni d'être un full-time mediator, un médiateur à temps plein. A contrario, ceux qui sont encore plus novices font en moyenne ou au maximum 4 cas de médiation par an. Et donc, c'est un marché qui est assez concentré, de facto. Et là, vous avez un exemple dans les médiateurs, dans la partie haute du tableau qui vient d'apparaître. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de médiateurs qui représentent de facto 70% de tous les cas de médiation. Donc c'est quand même très important. Et le deuxième tiers, enfin la deuxième partie, ceux qui font entre 10 et 20 représentent 12% du marché. Donc vous voyez qu'avec 200 médiateurs en Angleterre, vous traitez 85% de tous les cas dont on a parlé. Ça dit quelque chose de la concentration et que c'est pas facile dans ce cadre-là pour les nouveaux médiateurs de percer. Et alors, comment est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui un médiateur de professionnel, si je puis dire? Il y a plusieurs choses en fait. Bien sûr, ça commence par le fait d'avoir fait une formation digne de ce nom, une formation qualifiante qui vous donne une certification en tant que médiateur. Mais après, il faut respecter un code de conduite, en l'occurrence le code de conduite européen de la médiation. Il faut être good standing, c'est difficile à traduire directement, mais ça veut dire grosso modo pas avoir fait de prison, pas avoir été en banqueroute ou pris en infraction de choses graves. Il faut être assuré, il faut avoir une vraie assurance professionnelle, équivalent de la responsabilité professionnelle, et il faut être capable aussi de gérer bien tous les cas de médiation que vous traitez et de pouvoir facturer, de pouvoir gérer tout ça administrativement correctement. Il faut continuer à se former, ça c'est essentiel, donc il y a des crédits formation, enfin des décomptes de formation. Il faut si possible être supervisé, ce qui dit aussi quelque chose de la volonté de se remettre en question. Et puis enfin et surtout, il faut pratiquer. Un médiateur qui ne pratique pas, il ne peut pas être agréé longtemps. Et enfin, dernier, il faut avoir un système de gestion des plaintes. C'est-à-dire que s'il y a des clients, des parties, des avocats qui ne sont pas contents après une médiation, il faut qu'il y ait tout un processus pour être capable de gérer tout ça.
Et c'est ainsi que le CMC, dont je suis membre de l'organisation, le CMC a utilisé ces 8 critères et c'est grâce à ça qu'on peut devenir soit un Associate Mediator, soit un Registered Mediator, éventuellement un CMC Fellow. Donc, qu'est-ce que c'est que le CMC? C'est une charity, alors c'est difficile à traduire en français, c'est une association de loi de 1901, c'est un petit organisme en fait de bénévoles, il y a 2 ou 3 permanences et tout le reste, on est des volontaires. C'est un budget de 100 000 livres par an, tout compris, et qui s'équilibre essentiellement par les participations des membres, la cotisation annuelle des membres. Ça joue le rôle, vous voyez, c'est un peu au centre de cette croix, ça joue le rôle de porte-parole vis-à-vis du gouvernement anglais, vis-à-vis en particulier du ministère de la Justice, mais aussi du Civil Justice Council, de toutes les autres organisations professionnelles, qu'on parle des avocats, des surveilleuses, des arbitres, des juges et autres, et également les autres organisations de médiation qui existent. Mais enfin, le point le plus important au niveau du CMC, c'est de comprendre que c'est l'organisme qui a un rôle régulateur. Donc c'est le CMC qui donne ou pas un agrément, une accréditation, peu importe comment on l'appelle, aux cours de formation, enfin aux organismes de formation. Et vous voyez, il y en a 21 en Angleterre qui sont listés ici, et pas plus. Et ceux-là doivent se maintenir à un certain nombre de standards particuliers pour garder l'agrément en tant que formateur à la médiation. Puis une fois qu'on a fait ça, il y a, vous le voyez, il y a à peu près 700, un peu plus de 700 médiateurs qui sont enregistrés et qui sont agréés par le CMC. Et derrière, il y a des plateformes de médiation, une quarantaine, qui elles aussi doivent remplir un certain nombre de critères et de standards. Et donc ça fait que quand on est un médiateur, enfin quelqu'un qui veut devenir médiateur, grosso modo, il faut d'abord passer par la case de suivre un cours et d'être certifié par un organisme qui lui-même est certifié par le CMC. On devient un associate médiateur, donc un jeune médiateur qui n'a pas encore d'expérience. Il y a un certain nombre de règles auxquelles doivent se prêter ces associate mediators. Et notamment, ils doivent essayer de faire des observations et, si possible, de faire des médiations eux-mêmes. On sait bien que c'est difficile en tant que jeune médiateur d'avoir des cas de médiation. Donc au début, on essaie de faire un certain nombre d'observations. Et tout ça, il y a un système de points qui permet de calculer. Et on peut devenir un registered mediator, donc littéralement un médiateur agréé du CMC, en remplissant toutes ces conditions-là. Et tous les ans, c'est potentiellement remis en cause. Donc c'est un mécanisme qui se répète tous les ans. Et puis alors après, pour les vétérans de la médiation qui font ça depuis plus de 10 ans, il y a un statut particulier qui s'appelle le CMC Fellow. Voilà, donc pour faire ma conclusion rapidement, d'abord la médiation en Angleterre s'est vraiment imposée maintenant comme une des méthodes les plus efficaces et pratiques et pragmatiques pour résoudre des disputes. Je pense que en tant que Britannique, on a un certain pragmatisme à ce niveau-là. Le marché a énormément cru et continue à se développer. Et du coup, les parties prenantes sont maintenant rodées à cet exercice de médiation. Ils savent ce que c'est. Les avocats, que ce soit des solicitors ou des barristers, ils savent ce que c'est, ils ont l'habitude, et donc ça va vite, c'est efficace le mécanisme de médiation. Ça permet donc à un certain nombre d'être full-time, d'être donc plein temps. Le CMC joue ce rôle de régulateur à la fois au niveau des organismes de formation, à la fois au niveau des médiateurs eux-mêmes et des fournisseurs de prestations de médiation, des plateformes de médiation. Et enfin, le caractère de charity, donc à but non lucratif du CMC, lui permet d'être au-dessus de la mêlée. Il n'y a pas d'intérêt commercial. Il y a une mission qui est de développer la médiation en Angleterre. Mais ça lui permet d'être légitime pour réguler d'un côté et parler au nom de la profession dans l'ensemble du Royaume-Uni. Voilà, je vous remercie. Merci Nicolas à double titre d'avoir participé activement à cette intervention, mais aussi d'avoir accepté de la faire en français. Nous allons maintenant donc
rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg avec l'intervention d'Elisabeth Ribeiro. Elisabeth, tu as la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, Ama m'a demandé de venir un petit peu expliquer comment on peut exercer la fonction de médiateur au Luxembourg. Chez nous, la médiation n'est pas considérée comme une profession ou métier, je ne sais pas vraiment quel serait le bon terme, mais le législateur a mis quelques garde-fous pour protéger la pratique de la médiation avec des agréments. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout parfaits, il y a beaucoup de choses à en discuter, mais bon, il y en a quand même, donc on a trois agréments, donc l'agrément médiation pénale, de médiation socio-familiale et le dernier, c'est de la médiation civile et commerciale. Je vais vous expliquer brièvement les conditions pour l'obtenir. Donc, la première loi sur la médiation est apparue au Luxembourg en 1999 avec la loi sur la médiation pénale, c'est-à-dire tout ce qui est les médiations pour des petits délits entre adultes. Ce type de dossiers sont orientés en médiation par le procureur. Bien sûr, elle est volontaire, les personnes sont libres d'accepter ou de refuser de rentrer dans un processus de médiation. Voilà, merci. Ce type de médiation ne peut être fait que par un médiateur ayant l'agrément pénal. C'est le procureur qui désigne le médiateur à qui il adresse le dossier. Donc là, on est au moins sûr qu'il va adresser à un médiateur agréé. La loi de 1999 décrit les conditions nécessaires pour obtenir cet agrément. Mais alors là, elles sont vraiment très très vagues. Là, on est trop loin. Voilà, elles sont vraiment très vagues. Donc, on doit garantir d'honorabilité, de compétences, mais vraiment, enfin, on ne sait pas quelles compétences, de formation, là aussi, il n'y a aucune précision quelle formation, d'indépendance et d'impartialité. Cet agrément est délivré par le ministère de la Justice et il est illimité, c'est-à-dire qu'en 1999, si on a obtenu cet agrément, on est toujours médiateur pénal. Et bon, à cette époque, il y a eu aussi beaucoup d'avocats et de travailleurs sociaux qui ont demandé et obtenu cet agrément sans avoir aucune expérience et sans aucune formation, et ils sont toujours nommés médiateurs agréés. Bon, il faut aussi considérer qu'à cette époque, la médiation était tout à fait à ses débuts au Luxembourg, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas aucune formation avec une reconnaissance n'était réalisée au Luxembourg. Il y avait des petites associations qui faisaient des sensibilisations à la médiation et qui organisaient des petites formations, mais elles n'avaient encore aucune reconnaissance. Les personnes qui souhaitaient vraiment faire une formation en médiation devaient partir à l'étranger. C'est seulement en 2002 que l'Université du Luxembourg a commencé à proposer un diplôme universitaire en médiation. Bon, c'est plus ou moins aussi à cette époque que des associations ou des institutions privées ont commencé à organiser des formations plus ou moins longues. Souvent, quand elles étaient longues, ils considéraient que c'était plus ou moins 150 heures. Bon, depuis les accords de Bologne, l'Université du Luxembourg a changé son diplôme universitaire en master en médiation, donc une formation de 4 ans. Mais il faudra attendre 2006 pour qu'apparaisse une loi où on parle de formation spécifique en médiation pour obtenir un agrément. C'est l'agrément pour tout ce qui est médiation socio-familiale qui est délivré par le ministère de la Famille. Donc, pour obtenir cet agrément, il faut justifier d'une formation spécifique en médiation de plus ou moins 150 heures. Il y a aussi beaucoup de conditions liées aux structures puisque les ministères de la Famille souvent conventionnent certaines associations. Cet agrément est demandé lorsqu'on fait de la médiation familiale, mais familiale on l'a en grand, c'est-à-dire pas simplement tout ce qui est séparation ou avant séparation ou après séparation, mais tout type de médiation familiale, mais extrajudiciaire. Cet agrément est
logiquement, tous les médiateurs familiaux qui pratiquent la médiation familiale devraient avoir cet agrément. Mais malheureusement, il n'y a pas un vrai contrôle du ministère, sauf pour les associations qu'ils conventionnent. En 2012, il y a la loi sur la médiation civile et commerciale. Cette loi précise que pour faire de la médiation judiciaire, il faut avoir un agrément en médiation civile et commerciale. Les conditions... Hop, j'oublie. Les conditions pour obtenir cet agrément sont déjà un peu plus précises, mais elles ont encore des lacunes, en tout cas, c'est ce que nous, on considère comme médiateurs. Donc, comme vous voyez, il faut garantir d'honorabilité, il faut avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques, et il faut une formation. Et donc là, ils vont parler qu'il faut une formation, un master en médiation, donc qui est proposé à l'université au Luxembourg, ou alors 150 heures de formation en médiation et une expérience professionnelle de 3 ans. Cette condition pose problème car malheureusement dans la loi, il n'y a pas précisé qu'il faudrait quel type d'expérience. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'expérience forcément de médiateur. Donc, il y a demande d'expérience, mais pas forcément en médiation. Lui aussi, il est illimité dans le temps. Cette loi, malheureusement, ne prévoit qu'un agrément pour tout ce qui est dans la médiation judiciaire. Donc, elle ne parle même pas de la médiation extrajudiciaire. Et malheureusement, elle ne fait même pas référence à la loi de 2006. Les médiateurs ayant cet agrément sont sur une liste qui est publiée sur le site du ministère de la Justice, donc elle est accessible à tout le monde. Le ministère trouve que de cette loi, il y a aussi quelques lacunes, donc il souhaite déjà de la réformer. Lui, il considère qu'il faudrait que cette obligation d'agrément soit pour tout type de médiation, que ce soit extrajudiciaire ou judiciaire. Il désire aussi mettre une certaine validité à cet agrément. Dernièrement, le ministère a demandé aux différents médiateurs au Luxembourg notre avis sur cette loi et sur la réforme. Nous, au centre de médiation, donc c'est le centre où je travaille, on est une petite équipe d'une 30aine à faire de la médiation généraliste. Nous avons insisté aussi sur l'importance d'un tel agrément pour tout type de médiation, que ce soit extrajudiciaire ainsi que judiciaire. Pour nous, il nous semble aussi très important qu'il y ait une validité. Nous avons proposé une validité de plus ou moins 5 ans, mais qu'il y ait aussi des conditions de renouvellement. C'est-à-dire avoir au moins une pratique de 100 heures de médiation durant ces 5 ans, ce n'est pas non plus énorme. Pouvoir prouver au moins 40 heures de formation continue, de participer à 20 heures d'analyse de la pratique ou supervision, car il nous semble important que pour une médiation de qualité, le médiateur doit continuer à se former et aussi à réfléchir sur sa pratique. Dans notre centre, nous demandons à tous nos médiateurs, tous nos collaborateurs, d'avoir un master en médiation ou un diplôme universitaire en médiation. Et pour continuer d'exercer au centre de médiation, nous devons participer régulièrement à des formations et ainsi qu'à de l'analyse pratique. Au Luxembourg, tout le monde peut se nommer médiateur. Il me semble important qu'institutionnaliser et réglementer l'exercice de la médiation serait bien pour protéger les médiateurs formés et qualifiés, mais aussi garantir aux citoyens une médiation de qualité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Elisabeth. Maintenant, on accueille Laurent Giraud. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler d'un secteur que peut-être que vous connaissez mal. C'est le secteur de la médiation sociale.
Alors quand on dit médiation sociale, peut-être qu'il faut penser plutôt au terme sociétal, plutôt que social. On n'est pas effectivement dans le droit du travail, mais plutôt dans une médiation sociétale, c'est-à-dire qui va, et je vais vous l'expliquer en quelques mots, qui va toucher tous les individus et qui va toucher aussi ce qu'on peut appeler le collectif. Et je vais vous montrer, et on m'a demandé d'intervenir sur la question de cette professionnalisation de la médiation sociale jusqu'à sa reconnaissance, puisque c'est un sujet d'actualité en ce moment. Alors, je ne peux pas vous parler de cette structuration ou cette professionnalisation sans faire un détour à l'histoire de la médiation sociale. Il faut savoir que la médiation sociale, elle est apparue dans les années 80, dans un contexte de crise économique, crise sociale. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent cette période-là, la crise, la première crise pétrolière dans les années 70, avec un chômage de masse qui passe de 2% à 8% et qui met donc au chômage des populations ouvrières, plutôt effectivement situées dans ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers prioritaires, mais ce qu'on appelait avant les quartiers populaires. Et puis une transformation de l'action publique avec les premiers actes de décentralisation. Et donc on a vu effectivement deux types d'approches voir le jour dans ces années-là. Approche qui est née de la société civile, hein, qui n'est pas née de l'institution, mais vraiment du terrain, avec une approche basée sur la prévention et la gestion des conflits dans les espaces publics et ouverts au public, et puis une démarche plutôt basée sur l'accès au droit, à travers une approche plutôt culturelle, pour lever les réticences entre des familles, des personnes et des institutions. Donc ces deux approches, elles émergent pendant 20 ans, elles vont se structurer progressivement, elles vont essayer d'exister sans cadre, sans périmètre, mais avec l'appui des pouvoirs publics et notamment de la politique de la ville. Et puis, pendant ces 20 ans, se pose la question, parce que ces démarches lèvent des questionnements, il y a de la recherche autour de ces nouvelles fonctions de médiation, parce qu'à l'époque on parlait de fonctions, est-ce qu'elles doivent être rattachées à des fonctions existantes, et je crois que c'est le débat aussi aujourd'hui, ou est-ce que c'est un véritable métier? Et donc, trois enjeux apparaissent sur les questions de médiation: sa reconnaissance institutionnelle, la qualification de ses interventions, prenant en compte l'ensemble de la diversité de la médiation sociale, et bien sûr la professionnalisation des opérateurs du secteur et de leurs salariés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un secteur où on parle de médiateurs salariés à 35 heures. Quand j'entends effectivement mes différents collègues, je pensais qu'il fallait bien préciser cette question-là. Et donc on voit pour répondre à ces enjeux apparaître plusieurs éléments qui vont participer à cette structuration de ce secteur professionnel. Alors, je vous ai parlé des années 2000, et bien en 2000, sous la présidence française, eh bien, la France organise un colloque européen autour des questions de la politique de la ville, et 43 experts européens vont donner une définition de la médiation sociale, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, et qui est aujourd'hui référencée dans une norme dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc une définition commune, 43 experts européens qui commencent à stabiliser cette fonction, puisqu'on parlait encore de fonction. Juste après, à partir de cette définition, les pouvoirs publics, dans un rapport, vont commencer à parler, à élaborer une charte de référence de la médiation, qui aujourd'hui est le cadre déontologique de la médiation, puisqu'il existe aussi un cadre déontologique depuis les années 2001. Et puis, définition, cadre déontologique, eh bien, on voit apparaître des expérimentations développées par le ministère du Travail, de formation. On parle de formation, des expérimentations qui vont donner lieu à 2 titres professionnels, dont un, je vais parler simplement, qui s'appelle MSADS,
médiation sociale, accès aux droits et services, qui est aujourd'hui un titre qui existe toujours et qui permet aussi cette formation, cette professionnalisation des médiateurs. Et puis à partir de 2007, 2008, 2010, une vraie structuration s'opère, un cadre d'activité de médiation sociale apparaît, un référentiel de l'évaluation de l'impact de la médiation apparaît, et puis avec les pouvoirs publics, notamment avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, eh bien, on arrive à inscrire la médiation sociale dans ce qu'on appelle le Code ROM, le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, dans une fiche ROM, pour votre information, c'est la K1204, qui définit l'emploi de médiateur social. Et puis, toujours dans cette phase de structuration, parce qu'on voit bien que c'est un secteur important, on estime aujourd'hui entre 10 et 12 000 médiateurs salariés d'associations, de collectivités, voire de groupements d'intérêt public, eh bien, on voit bien que on a besoin de continuer cette structuration pour homogénéiser les pratiques et puis travailler à la qualité. On parle beaucoup de qualité des professionnels. Alors bien sûr, qualité des professionnels et qualité de l'intervention de médiation. Et donc le secteur est allé, c'est-à-dire les têtes de réseaux associatifs, bien sûr il y a France Médiation, mais il y a d'autres réseaux comme les PIMS Médiation qui sont dans la salle, qui ont souhaité justement organiser, travailler à cette structuration et cette professionnalisation du secteur de la médiation. Et donc ce secteur est allé voir les pouvoirs publics en disant, voilà, nous on souhaite voir se qualifier ce secteur, parce que je vous ai passé beaucoup de détails, mais on a eu bien sûr on a vu sur le terrain des médiateurs pas formés, on a vu des médiateurs qui ne connaissaient même pas la définition de la médiation sociale, puisque on leur avait pas donné les clés pour déchiffrer, on leur avait demandé juste d'aller gérer les conflits, mais sans leur donner la boîte à outils ni le périmètre de ce métier. Et donc ce secteur, à un moment donné, va voir les pouvoirs publics et ensemble vont travailler à l'élaboration d'une norme expérimentale. Cette norme, elle définit deux grandes parties. Elle a deux grandes parties en son sein. Une première partie qui regroupe tous les éléments du métier de médiateur social, parce qu'aujourd'hui on parle de métier, donc sa définition, son cadre déontologique, ses registres d'intervention, son évaluation, qui est obligatoire, bien sûr la formation des médiateurs, l'obligation de formation des médiateurs qui sont dans les organisations, et puis tout le dispositif d'organisation des structures, c'est-à-dire les processus pour mettre en œuvre, procédures, pour mettre en œuvre une médiation de qualité. Donc aujourd'hui, il y a une norme qui était expérimentale pendant 5 ans, jusqu'en 2021, qui est devenue, et je crois qu'Éric Briat en a parlé ce matin, une norme NF, une norme française, et qui a été donc homologuée définitivement. Mais effectivement, ça ne nous suffit pas. On considère que pour nous, ça ne nous suffit pas. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il fallait définir les conditions d'un exercice professionnel de la médiation sociale, aujourd'hui stabilisé et identifié, en l'inscrivant dans un cadre juridique et financier pérenne. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que ces fameux emplois de médiateurs sociaux sont très souvent dans un cadre d'emploi aidé, notamment sur des postes, ce qu'on appelle les postes adultes relais, des postes aidés par l'État, notamment dans le cadre de la politique de la ville. Et donc on a besoin effectivement de pérenniser ces postes, de bien les identifier, de les pérenniser. Et puis il fallait, et il faut absolument aujourd'hui, stabiliser aussi statutairement les médiateurs vis-à-vis des autres professions du travail social, sans fragiliser les valeurs que nous portons, sans stabiliser l'innovation que nous portons, et sans rigidifier les pratiques de la médiation sociale qui très souvent ont abouti aussi à des non-sens, mais je ne pense que c'est pas aujourd'hui qu'il faut en parler. En tout cas, c'est pas le lieu, je n'ai pas le temps d'en parler.
Et donc aujourd'hui, on s'est dit, il existe une norme, mais il n'y a pas aujourd'hui de cadre légal unifié et reconnu par tous pour l'exercice de cette profession de médiateur, ce métier de médiateur. Même si aujourd'hui, nous avons une norme, mais cette norme, elle n'est pas encore assez connue et pas encore utilisée, parce que c'est une norme, ce qu'on appelle volontaire. Chacun peut effectivement s'en servir ou non, et chaque commanditaire, c'est-à-dire les prestataires, ceux qui demandent la médiation, les commanditaires, n'ont pas l'obligation de l'utiliser. Donc ça posait effectivement des problèmes. Et vous voyez, tout ce chemin, il a abouti quand même à faire connaître la médiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous interrogez les collectivités de plus de 20 000 habitants, vous avez plus de 50% des collectivités qui disent qu'ils connaissent la médiation sociale ou qu'ils ont créé des services de médiation. Et donc, il est arrivé au mois de décembre dernier, qu'un député a été interpellé par le Premier ministre Jean Castex, qui lui a confié une mission parlementaire pour réaliser un état des lieux de la médiation sociale et pour lui faire des propositions pour stabiliser ce métier. Et donc ce rapport parlementaire, il donne 18 propositions. Je ne pense pas que je les ai mises là parce que c'était un peu compliqué, mais là, je vais vous en donner 3 ou 4 qui pourront... Excuse-moi. Il est temps. Alors ça va aller très vite. La première proposition, c'est la reconnaissance de la médiation sociale dans le Code de l'action sociale et des familles. C'est une proposition qui permettrait effectivement de faire reconnaître la médiation sociale comme les autres métiers de l'intervention sociale et du travail social. La deuxième proposition, et je m'arrêterai là puisque j'en ai parlé, c'est que la norme devienne une forme d'habilitation, c'est-à-dire que les structures et les médiateurs qui voudront exercer la médiation sociale devront effectivement être reconnus et avoir cette norme AFNOR pour exercer la médiation sociale, sinon ils n'auront plus de fonds d'État, ni de fonds des collectivités. Donc voilà les deux choses importantes. C'est en cours puisqu'il y a une proposition de loi qui va bientôt être officialisée le 20 octobre par le député Patrick Vignal et qui sera proposée à l'Assemblée nationale, j'espère le plus rapidement possible. Voilà, je vous remercie. Merci Laurent, excuse-moi de t'avoir coupé, qui dit plénière de 2 heures, dit temps très minuté, je suis vraiment désolée. Et nous passons maintenant la parole à Franck Rimbaud, donc, pour l'expérience de la médiation chez Air France. Bonjour à tous. C'est bon. Alors, je vais faire un peu exception à cette table ronde. Je ne suis pas médiateur. Je suis un utilisateur de la médiation et un utilisateur heureux. Et donc, vous verrez que comme les médiateurs, je fais la promotion ici, mais aussi ailleurs, de la médiation depuis qu'Air France l'utilise, donc dans ce dispositif de médiation conventionnelle des contentieux sociaux d'Air France. Donc, en 2 mots, de quoi il s'agit comme chacun sait, Air France est une entreprise qui est capable parfois d'un peu de conflictualité, souvent collective, mais aussi individuelle. Ça dépend de plusieurs facteurs. Le premier étant que, contrairement à beaucoup d'autres entreprises, chez Air France, il y a très très peu de turnover. Donc généralement, les gens font toute leur carrière à Air France et que, évidemment, dans une relation de travail qui peut durer comme ça une quarantaine d'années, les raisons de conflit sont sûrement plus nombreuses que quand on change d'entreprise peut-être tous les 2 ou 3 ans. Donc on a essayé de lutter contre cette conflictualité individuelle, donc la conflictualité qui est celle qui est normalement de la compétence du Conseil de prud'homme, donc les litiges qui peuvent exister entre l'entreprise et ses collaborateurs. Et donc on est parti d'un double constat, donc cette conflictualité hors norme, ce qui est d'une certaine façon aussi un paradoxe pour une entreprise qui est une entreprise de service, qui de surcroît, contrairement aussi à beaucoup d'autres entreprises comme LVMH, nous on fabrique le produit totalement devant le client. Du début jusqu'à la fin, le client d'Air France est au contact de collaborateurs d'Air France. Et le deuxième constat, c'est que le contentieux coûtait très cher
à la fois parce que nous avons des équipes de juristes et des avocats extrêmement talentueux, et que donc on perdait assez peu, malgré tout, de procès, et que le contentieux, finalement, profitait très majoritairement aux avocats, assez peu aux salariés, puisqu'on payait, grosso modo, pour donner les grandes masses, 2 fois plus d'honoraires d'avocats que de condamnations. On s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose. Donc on a profité des incitations législatives, notamment de la loi Macron 2 de 2015, qui a libéré d'une certaine façon la possibilité d'utiliser la médiation conventionnelle dans les litiges individuels du travail, puisqu'auparavant c'était pas autorisé, la pensée étant que le salarié était nécessairement un incapable, donc quelqu'un qui devait être protégé, que seul un juge pouvait protéger et qui était inapte sûrement tout seul à construire une solution avec son employeur. Donc heureusement, ça a changé. On peut depuis 2015 faire des médiations conventionnelles avec des collaborateurs. Et donc lorsqu'on a lancé ce dispositif, c'était à l'époque une véritable innovation juridique. On est la première entreprise de France à avoir utilisé cette possibilité. Alors donc notre dispositif, je vous le décris très rapidement, c'est un dispositif qui est régi par une charte qui permet donc aux salariés qui ont un litige avec Air France très facilement, en utilisant l'intranet de l'entreprise, donc de demander à bénéficier de ce système de médiation. Et donc ce système de médiation, ça suppose l'intervention d'un médiateur. Les médiateurs, on les a choisis, c'est une offre de médiateurs qui a été sélectionnée par Air France. On a choisi 6 médiateurs qu'on connaissait pour les avoir pratiqués, notamment dans des médiations judiciaires. Et je dirais peut-être un mot tout à l'heure sur les qualités qui, selon moi, sont celles que doit posséder un médiateur pour que ça fonctionne. Parce que j'en ai aussi utilisé beaucoup avec lesquels ça fonctionnait beaucoup moins bien. Donc le dispositif de médiation lui-même, il repose sur les principes, pour les 3 premiers, vous les connaissez, qui sont le volontariat, la possibilité de mettre fin au dispositif à tout moment. Il y a aussi la question de la suspension de la prescription qui est importante parce que si on n'aboutit pas, le salarié retrouve la totalité de ses droits, la confidentialité, et ça c'est plus original, la gratuité pour le salarié, c'est-à-dire que c'est Air France qui finance le dispositif. Donc c'est Air France qui finance les honoraires des médiateurs qu'on utilise. Donc ce dispositif, il permet donc une solution au conflit qui est choisie et partagée. C'est une solution qui est co-construite entre l'entreprise et le collaborateur. Et c'est aussi un élément important qui permet donc de restaurer, de préserver une relation de travail harmonieuse, une relation de travail de qualité. Air France attend beaucoup de ses salariés qu'ils prennent soin des passagers d'Air France, des clients d'Air France. Et il n'est pas imaginable qu'Air France ait cette exigence vis-à-vis de ses collaborateurs et qu'elle-même n'essaye pas aussi, enfin ne s'astreigne pas à avoir une relation tout aussi harmonieuse avec ses collaborateurs. Deuxième avantage, c'est la maîtrise des conséquences financières, puisque ça permet de supprimer l'aléa judiciaire. Dernier avantage, et là pour nous ça a été une véritable surprise, enfin on avait fait un petit business case, mais on a été surpris. Donc ça permet des économies de charges considérables, les charges internes, c'est-à-dire le temps que les juristes passent à traiter, à résoudre des dossiers, c'est 4 fois moins de temps en recourant à la médiation qu'en conduisant un contentieux parfois jusqu'à la Cour de cassation, et des économies aussi dans la charge externe. Donc on a remplacé une partie des honoraires d'avocats par des honoraires de médiateurs, et donc la résolution d'un litige par la voie de la médiation, même si on paye très bien nos médiateurs, ça coûte quand même 10 fois moins cher que de résoudre un litige avec un avocat sur la totalité d'un contentieux. Voilà. Merci Franck. Alors, on n'a rien du tout contre les avocats, donc je tiens à le préciser. Parce que oui, non, mais je sais, mais ne nous jetez pas des pierres tout de suite. On va être dans la bienveillance totale. Si je peux dire un mot. Il y a un métier pour les avocats. Et nous, chez Air France, on a beaucoup de dossiers dans lesquels ça ne se termine pas par de la médiation. Les arracheurs de chemises, les paiements de jours de grève, il faut des avocats, et des très bons avocats, pour traiter ces dossiers très compliqués.
Après, des histoires de primes à 15 €, enfin, etc., je ne sais pas si ça vaut toujours la peine de faire 10 années de procédure ou des questions de harcèlement moral, de relations interpersonnelles. La médiation est beaucoup plus efficace que l'avocat, à mon sens. Merci de cette précision. On va maintenant passer à des questions que nous, on va poser pour éclairer un petit peu la présentation de nos intervenants. Et après, il y aura un échange avec la salle. Donc, moi, je m'adresse à Nicolas. Attends, deux petites secondes, Laurence, excuse-moi, nous devions poser des questions à Maria, mais nous avons un problème de connexion avec Maria au Portugal. Et donc, nous vous prions de bien vouloir nous excuser de cette problématique. Et donc, c'est pour ça que Laurence va poser des questions aux intervenants présents. Donc, Nicolas, dans votre pays, vous semblez avoir beaucoup avancé sur le chemin de la professionnalisation. Comment ça s'est passé et what next? Alors, première chose, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Je pense que cette historique de la professionnalisation de la médiation en Angleterre, elle s'inscrit maintenant dans plusieurs décennies. Et elle s'est faite graduellement, avec notamment petit à petit un regroupement, une fusion, une intégration des diverses associations de médiateurs, ce qui mène aujourd'hui le CMC à ne pas être la seule organisation, mais quand même une des plus grosses, sinon la plus grosse. Et c'est ça qui permet, à partir de là, d'avoir une légitimité pour permettre de certifier à la fois, comme je le disais, les organismes de formation, qui est quand même un élément essentiel, puis les médiateurs eux-mêmes, puis les groupes de médiateurs ou les plateformes de médiation. What's next? C'est en train de bouger très fort au Royaume-Uni en ce moment, parce que le ministère de la Justice est confronté à un engorgement des tribunaux qui est bien pire qu'en France. Si. Possible. Et donc, il y a une consultation qui est en cours actuellement auprès de tous les organismes concernés pour savoir si l'État pourrait rendre, le ministère de la Justice pourrait rendre obligatoire les médiations pour tous les petits dossiers. Tous les petits dossiers en dessous de 10 000 livres, grosso modo. Mais évidemment, c'est une étape préliminaire pour éventuellement rendre la médiation obligatoire, ce qui pose plein de questions au ministère de la Justice, de savoir si, un, il y a assez de médiateurs, deux, s'ils sont formés, trois, est-ce qu'il y aura un bon mécanisme pour s'assurer que les choses se passent bien, gérer des plaintes, ce genre de choses. Donc vous voyez, on est encore en chemin. Donc encore une fois, c'est la médiation judiciaire qui va permettre le développement de la médiation et la reconnaissance métier du médiateur? Alors, ça ne sera pas exactement comme la médiation judiciaire en France, ça deviendrait une espèce d'étape obligatoire dans la logique. On serait obligé de passer par la case médiation avant de pouvoir continuer en judiciaire. C'est une condition de recevabilité. Voilà. Mais ça n'est qu'au stade de la consultation. Merci. Elisabeth, quel est le pas à franchir pour passer... Alors oui, ce n'est pas la question qui était posée initialement, je le sais. Quel est le pas à franchir pour passer de l'agrément à la reconnaissance métier ou à la professionnalisation du médiateur au Luxembourg? En fait, nous, au Luxembourg, je trouve que les législateurs, il a quand même essayé un petit peu de mettre des garde-fous pour protéger, mais on est à nouveau dans tout ce qui est judiciaire, en fait, pour pas envoyer en médiation des gens sans qualification. Donc c'est vrai la médiation pénale et tout ça, c'était vraiment tout au début de la médiation, il n'y avait aucune formation. Maintenant, on essaye, maintenant, il y a beaucoup de formations qui sont faites au Luxembourg, donc maintenant aussi, le législateur a déjà le moyen un petit peu de préciser un petit peu les agréments, et les médiateurs font la pression aussi. Parce que ce que nous, on souhaite, ce n'est pas que simplement qu'il y ait des agréments pour tout ce qui est judiciaire, mais que ce sera pour tout type de médiation, même les médiations de voisinage, parce que c'est très important qu'il y ait une formation. Parce que pour le moment, on peut se nommer médiateur sans aucune formation, et je crois que ça nuit à la médiation. Maintenant, pour que ça devienne une profession, je crois aussi, ou un métier, parce que ces deux termes, pour moi, c'est un peu... je crois qu'il faudrait aussi être sûr quelles sont les formations
comme tu le disais aussi tout à l'heure dans le sondage, qu'est-ce qu'il faut quelles sont les branches de cette formation, et que le citoyen puisse avoir accès à ça aussi et être beaucoup plus visible. Merci Elisabeth. Alors, Laurent maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a eu, en fait, est-ce que le besoin d'aller vers une profession a été exprimé par les salariés ou les citoyens? Alors ça a été effectivement une demande, je vais dire d'abord du secteur professionnel. On a vécu des moments quand même assez épiques dans les débuts, où on a, comme j'ai dit tout à l'heure, mis au travail des personnes qui étaient sans formation, donc ils ne savaient absolument pas ce qu'ils devaient faire. Ça a été très compliqué. Et je crois que les employeurs ont pris conscience, moi j'étais employeur à l'époque, qu'on ne pouvait pas à la fois mettre en danger le professionnel et l'habitant, la personne qui sollicitait la médiation. Donc au départ, c'est vraiment le secteur professionnel, et quand je dis le secteur, c'est les employeurs qui se sont dit on ne peut pas continuer comme ça. Et puis bien sûr, derrière ces structures de médiation, il y a les salariés, à un moment donné, qui demandaient d'être formés, qui demandaient d'être consolidés dans leur pratique, et qui par la suite, depuis des années, justement, se disaient et nous, on n'est pas reconnus, quel statut on a aujourd'hui, et très souvent vis-à-vis des autres professionnels avec lesquels ils intervenaient. Et très souvent, certains d'ailleurs ne leur parlaient pas au début, en leur disant vous n'êtes pas formés, je ne sais pas qui vous êtes, vous n'êtes pas un métier, qui vous êtes? Et donc qui fermait complètement la porte à ces nouveaux professionnels qui répondaient à des besoins émergents. Donc c'est vraiment venu du secteur, à la fois des médiateurs et des employeurs. Merci Laurent. Franck, dans la présentation que tu as faite tout à l'heure, tu parlais des salariés qui avaient la possibilité de bénéficier gratuitement de la médiation au sein d'Air France, et tu disais qu'il y avait 6 médiateurs qui avaient été pas recrutés, mais choisis par Air France. Comment est-ce que les salariés ont connaissance de ces médiateurs, et est-ce qu'il est possible pour eux de choisir leur médiateur, de ne pas se voir imposer ce médiateur, et est-ce qu'ils ont la possibilité de faire appel à un médiateur qui ne soit pas un des 6? Alors, non, ils ne peuvent pas faire appel à quelqu'un qui ne soit pas un des 6. Les 6 médiateurs qu'on a sélectionnés, je l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, c'est des médiateurs avec lesquels on avait déjà conduit des médiations dans un autre cadre qui était généralement des médiations judiciaires, et chez lesquels on avait repéré. Dans mon expérience à moi, je pense que les principales qualités qui font qu'un médiateur est un bon médiateur, c'est d'abord évidemment l'empathie. Et malheureusement, il y a quelques médiateurs que j'ai rencontrés qui sont plus des gens qui sont là pour couper les poires en deux et après encore en quart que de l'empathie. Et d'autre part, la curiosité. Et voilà, donc ces 6 médiateurs étaient des personnes avec lesquelles on avait déjà travaillé, conduit des médiations, et qui pour nous, plusieurs fois d'ailleurs dans des médiations, nous avaient surpris. C'est-à-dire qu'un bon médiateur est quelqu'un qui, lorsque quelqu'un rentre dans la médiation et quand il en ressort, il n'est pas la même personne, enfin, ou il n'a plus exactement la même position. C'est pas donné à tout le monde. Donc ces 6 médiateurs extrêmement performants, pour nous, selon nous, après peut-être que quelqu'un d'autre pourra avoir un autre avis. Donc le salarié a la possibilité de choisir parmi les 6. Le choix, il se fait de 2 façons. Il y a une petite bio sur le site intranet qui explique qui ils sont, d'où ils viennent, parce qu'il y a des profils assez différents. Il y a un ancien magistrat, un ancien contrôleur général du travail, des anciens avocats, chefs d'entreprise, enfin il y a un peu tous les profils, des hommes, des femmes. Et il y a aussi un autre moyen de les découvrir, qui est des vidéos qu'on leur a fait enregistrer, des petites capsules de 3 minutes chacun, où ils se présentent et où ils expliquent en quoi ils pensent que leur intervention peut être utile dans la résolution des conflits. Et donc ils ont le libre choix en fait, c'est eux qui choisissent. Ils ont le libre choix parmi les 6, celui qu'ils veulent, mais ça ne peut pas être un autre médiateur que ces 6-là.
Merci. Alors, Nicolas, selon vous, ou selon toi plutôt, de quoi le citoyen britannique aurait-il le plus besoin pour accorder sa confiance à un médiateur? Est-ce que si c'était un professionnel, il y aurait une profession, ça en ferait partie? Alors, ta question touche, à mon avis, un problème difficile qui est que le médiateur, dans le cadre de médiation civile et commerciale, il y a une confidentialité qui entoure tout ce qui se passe. Et donc, c'est pas évident de savoir si un médiateur fait du bon boulot ou pas, puisque tout le monde est lié par cette clause de confidentialité. Donc, ça, c'est une difficulté intrinsèque à ce métier-là, et c'est pour ça que je mentionnais plus haut que mettre en place de façon un peu systématique de la supervision et une sorte de réflexion continue du médiateur sur sa pratique avec une tierce partie me paraît être une bonne chose. Sur la confiance des Britanniques, je pense qu'on doit pouvoir dire que s'ils ont vraiment l'impression d'avoir quelqu'un de professionnel devant eux, et je reprends mes 8 critères, avoir été bien formé, continuer à se former, faire un retour sur soi-même, avoir une assurance, bien gérer la facturation, respecter la confidentialité, enfin voilà. Je pense que plus on devient professionnel, plus à mon avis on génère de la confiance. Et à contrario, si une expérience de médiation ne se passe pas bien, c'est très mauvais, à mon avis, pour toute la profession. Et donc on a tout intérêt, à mon avis, à être strict sur nos critères de qualité et pouvoir, si quelqu'un sort des clous, avoir des mesures pour le faire rentrer dans les clous et reprendre de la bonne façon son métier de médiateur. Elisabeth, je te pose la même question. En fait, est-ce que le citoyen lambda au Luxembourg a confiance dans le médiateur? Est-ce qu'il sait quand il s'adresse à un médiateur à qui il a affaire? Et est-ce que la professionnalisation rajouterait quelque chose de l'ordre de cette confiance? Oui, je crois, parce qu'il y a, enfin, même si on est un pays très 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 petit, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'est de la médiation. Il nous arrive encore des gens qui nous téléphonent en train de demander une méditation. Donc voilà, oui. C'est un petit peu encore cet esprit-là. Moi, je crois que ce serait avoir une visibilité. Avoir plus de visibilité sur nos formations aussi et sur notre métier. Mais je crois que c'est aussi aux médiateurs de le faire. Parce que, bon, comme on est un très petit pays, c'est vraiment très compliqué de rentrer dans des recherches, parce que bon, tout le monde connaît tout le monde. Mais je crois qu'en tant que médiateur, si on commence à s'ouvrir aussi aux recherches des étudiants, puisqu'on a la chance d'avoir un master en médiation au Luxembourg, et qui a il doit faire un mémoire, donc de participer à ces formations, à ces expériences et à ces recherches, et aussi permettre qu'elles soient publiées, peut-être que ça donnerait au public lambda de connaître ce qu'est la médiation et surtout les bienfaits aussi de la médiation. Et d'avoir des gens qui sont venus en médiation, de pouvoir l'expliquer comme M. Lenny, voilà, il est satisfait et qu'on ait eu cette possibilité. Merci Elisabeth. Alors Laurent, quelle serait la plus-value apportée par ce que vous cherchez à avoir, une profession pour vis-à-vis des salariés? Je crois très sincèrement qu'aujourd'hui, il faut donner un statut à ceux qui interviennent, aux professionnels. Aujourd'hui, ils n'ont pas de statut. Je vais vous donner un petit exemple très simple. Pendant la crise du Covid, les pouvoirs publics ont publié une liste d'intervenants, de professionnels qui pouvaient intervenir sur les espaces publics pour aller vers les personnes en difficulté. Il n'y avait pas la médiation puisqu'elle n'existe pas. C'est des choses très simples. Mais c'est aussi donner un statut aux médiateurs, qu'ils soient reconnus comme des professionnels, professionnels qualifiés, formés, pour une médiation de qualité. La norme n'est pas encore obligatoire aujourd'hui. Donc, à un moment donné, on est dans une démarche volontaire, et donc il n'y a pas véritablement de mise en cohérence de l'ensemble des structures qui portent la médiation sociale. Et voilà. Donc, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et donc, le cadre de la loi va donner un cadre juridique et légal aux pratiques de médiation sociale. Et la norme servira d'agrément pour les structures pour pouvoir exercer la médiation. Donc la loi est indispensable aujourd'hui pour nous.
Franck, tu as parlé en fait de la satisfaction qu'avait Air France par rapport à l'application de la mise en place plus exactement de cette médiation. Et qu'en est-il de la satisfaction des salariés? Comment est-ce que les salariés ressentent cet outil qui est mis à leur disposition? Alors, globalement, plutôt très bien, parce qu'on a des résultats qui sont bien au-delà de ce qu'on imagine au départ. Quand on a lancé le dispositif, on s'était dit il faudrait qu'on arrive à faire des efforts pour arriver à 50% de médiation qui aboutissent à un accord. Et en fait, sans vraiment faire d'efforts, on est très rapidement arrivé à 80, voire 85% des médiations dans lesquelles on arrivait à une solution, quelle que soit d'ailleurs au départ la demande, avec des solutions qui étaient parfois assez décalées. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace que le procès, parce que dans le procès, au mieux, il y a un gagnant, parfois il y a même 2 perdants, enfin ouais, c'est assez souvent le cas. En tout cas, même celui qui a gagné est peut-être pas totalement satisfait. L'avantage de la médiation, c'est que c'est une solution choisie. Donc je pense que côté salarié, ceux qui n'ont pas de difficultés ou pas de problème avec l'entreprise n'ont peut-être pas vraiment regardé le dispositif. En revanche, ceux qui l'ont utilisé, je pense, sont très satisfaits. L'autre élément assez fort, c'est la position des représentants du personnel lorsqu'on leur a présenté le dispositif. Jusqu'à présent, ils avaient plutôt une image de la direction juridique sociale que je représente, qui était une sorte d'adversaire avec une armure, une épée, qui se battait devant les tribunaux. Donc ça les a un peu surpris et très franchement, on a eu un accueil très très enthousiaste, même des organisations syndicales les plus dures ou les plus revendicatrices. Voilà. Moi, je me souviendrai toujours de la la secrétaire générale de la CGT, que je connais depuis des années, et qui m'avait dit « Monsieur Rimbaud, je vous promets, je vais faire un tract sympa sur vous pour une fois. » C'est apprendre, ça, c'est vraiment apprendre. Oui, elle l'a pas fait, hein, mais je me souviens qu'elle me l'avait promis. Nicolas, est-ce qu'il y a une demande des médiateurs concernant cette reconnaissance métier en Angleterre? Je pense que comme cette profession, comme ça s'est déjà beaucoup professionnalisé, je pense qu'on a tous envie que ça devienne, au niveau des médiateurs, que ça devienne quelque chose de plus généralisé. S'il y a de plus en plus de médiateurs qui deviennent des médiateurs à temps plein, hein, on a dit que c'était 2 tiers de 2 tiers, mais enfin bon, s'il y en a de plus en plus, là encore, on aura intérêt à ce que les règles soient, le professionnalisme soit d'un très haut niveau, très haut niveau. Donc c'est ce vers quoi on tend et c'est ce que le CMC cherche à promouvoir. Elisabeth, même question en fait. Est-ce qu'il y a une attente de la reconnaissance métier et est-ce que actuellement les médiateurs qui sont en exercice peuvent vivre à plein temps de leur activité? Non, on ne peut pas vivre encore au Luxembourg de la médiation. Donc nos médiateurs font souvent un métier et puis en plus de la médiation. Donc c'est déjà moi quand je dis un métier et puis la médiation. Donc malheureusement, je crois qu'on ne peut pas vivre encore de la médiation. Et les médiateurs, ils souhaitent vraiment qu'il y ait des critères, qu'il y ait des lois qui les protègent, parce que c'est vrai que nous, au centre de médiation, on voit très bien que les gens qui viennent aux médiations non judiciaires, c'est souvent par du bouche à oreille, qui disent, voilà, j'ai un ami qui est venu. Donc, c'est pour ça qu'il est très, très important qu'il y ait une formation, qu'il y ait de l'expérience, de la pratique, et qui est aussi une analyse sur notre pratique pour pouvoir vraiment faire cette médiation. Donc c'est ce qu'on veut, c'est qu'il y ait cette reconnaissance et qu'on puisse vraiment porter le nom médiateur comme profession. Merci Elisabeth. Laurent, est-ce que il y a une demande des... Non, pardon, je me reprends. Quelle serait la plus-value apportée par la reconnaissance métier du médiateur social vis-à-vis des citoyens? Là, pas le salarié, le citoyen. Ah bah oui, moi je pense que il faut garantir la qualité de l'intervention du médiateur. Enfin, c'est aujourd'hui, on ne peut pas, nous on intervient beaucoup sur des publics très vulnérables. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper, hein, on peut pas dire n'importe quoi.
Et il y a un processus de médiation qu'il faut respecter pour justement ne pas mettre en danger les citoyens qui sont volontaires dans la démarche de médiation. Donc c'est assez simple pour moi de vous répondre, de te répondre, parce que ça me paraît, il faut nous, en tout cas le réseau, on promeut cette démarche de qualité. La formation doit être obligatoire, les médiateurs doivent effectivement se former au début de leur métier, dans une formation initiale, puis effectivement continuer à se former, avoir de l'analyse de pratique, pour garantir la qualité de leur intervention, notamment sur des publics qui sont en très grande difficulté. Vous ne pouvez pas, je répète, dire n'importe quoi à quelqu'un qui est déjà en difficulté. Voilà. Et ça, en tout cas, moi je l'ai vécu il y a plus de 15 ans, ça peut être très grave. Voilà. Franck, tu as parlé de la médiation au sein d'Air France par rapport aux salariés et tu en as dit ton contentement de part et d'autre. On entend parler de contentieux avec Air France qui ne sont pas du tout de l'ordre des salariés, comme par exemple récemment la problématique du fauteuil roulant transporté, etc. En fait, ce genre de choses. Est-ce que vous avez aussi pensé à développer au sein d'Air France la médiation dans des relations fournisseurs, dans des relations avec les clients qui ne relèvent pas simplement du droit de la consommation, mais aussi de la relation, tu parlais de l'empathie tout à l'heure, sur ces problématiques-là? Alors, ce n'est pas encore tout à fait le cas, sachant que ces questions ne relèvent pas de ma compétence. Moi, je m'occupe des questions RH. Désolé. Mais ça ne fait rien. Je fais quand même la promotion de la médiation au sein d'Air France et je pense que ça finit par faire florès. Et voilà, donc c'est une réflexion en ce moment sur ces thématiques, hein, notamment les thématiques de litige avec les passagers, les litiges transport. Je pense qu'on réfléchit à deux types de médiation. Une première chose qui va vous sembler horrible, c'est de la médiation avec des ordinateurs où quelqu'un rentre sans problème, dit quel type de client il est et on lui propose une solution. C'est ce que fait Amazon. Enfin bon. Mais ça ne s'appelle pas de la médiation. La médiation, ça, c'est pas du tout un tiers neutre. Non, c'est un tiers totalement neutre. Un ordinateur et pas de parti pris. Hein, non. Mais bon. Indépendant, je savais que ce ne serait pas populaire. Je savais que ça serait pas populaire. Et non, mais autrement, on réfléchit aussi, parce que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Il y a certains types de litiges pour lesquels c'est pas nécessaire de mobiliser un avocat. Un médiateur est plus efficace. Il y a certains litiges dans lesquels c'est même pas la peine de mobiliser un médiateur. Quelqu'un qui a eu 30 minutes de retard au départ de son vol. C'est une indemnisation qui est de, je sais pas combien, de 50, 60 euros. Voilà. Donc pour ce type de litige, certains peuvent être beaucoup plus importants, notamment c'est ce que tu disais, des litiges avec des sous-traitants, des litiges avec des personnes qui nous confient du fret, où là l'enjeu et les sommes sont beaucoup plus importantes. Dans ce type de litige, on réfléchit à mettre en place, là aussi, des solutions de recours à la médiation, mais ce n'est pas encore en place aujourd'hui. D'accord, merci. Eh bien, maintenant, vous êtes en train de bouillir depuis tout à l'heure. Je suis sûre que vous avez des tas de questions à nous poser, enfin, à poser à nos intervenants. Je crois qu'il y a des hôtesses avec les micros dans la salle, si vous voulez bien. Alors, règle du jeu, hein, vous êtes pour la plupart médiateurs. Pas d'observation, on veut vraiment des questions courtes, nous avons très peu de temps. Donc si vous voulez bien poser vos questions de façon très courte, très brève, et aussi indiquer la personne à qui vous vous adressez si vous souhaitez poser la question directement à une personne. Merci beaucoup. Y a... les hôtesses n'ont pas les micros, hein. Ah ça y est, pardon. Excusez-moi, je ne voyais pas. Si ça ne vous ennuie pas de vous lever, parce que nous avons les lumières dans les yeux et nous ne vous voyons pas. Ah bon? Ou presque. Non, si, je vous ai vu. Bonjour tout le monde. Et la question s'adresse à Monsieur Franck Rimbaud. Rimbaud, oui. Rimbaud, pardon, c'est moi. Oui, pour votre tract, je connais un médiateur, donc il n'y a pas de problème. Ma question est la suivante. Je suis Farid Amoudi, je suis médiateur professionnel pour le groupe CRIT Intérim. D'accord? Depuis maintenant de nombreuses années, je suis médiateur judiciaire, médiateur du sport. Vous voyez? Lorsque vous avez des conflits avec le personnel, donc les 6, ça marche sans problème, et ça j'en suis persuadé. Lorsque vous avez des problèmes avec une autre entreprise qui elle-même a son médiateur, est-il possible, enfin pas spécialement moi, mais est-il possible par exemple de faire ce qu'on appelle des comédiations?
de façon à ce que vous puissiez avoir les deux facettes du conflit qui peuvent arriver. Alors, c'est une situation dans laquelle on ne s'est jusqu'à présent jamais trouvé et qu'on n'a donc pas envisagé, mais dans le principe, je ne vois pas d'obstacle, enfin au contraire. Toute forme de négociation qui peut permettre de résoudre un conflit sans recourir au juge ou à une procédure judiciaire, pour nous, on y est favorable. Bah, c'est parfait, c'est ce qu'on fait nous déjà avec d'autres grosses entreprises, mais comme vous posiez la question. Merci. Une autre question ? Levez bien la main. Et si vous voulez bien lever la main avant que l'intervenant ait fini de poser la question, ça nous fera gagner du temps parce que ça permet aux hôtesses de descendre. Il y a du monde devant. De ce côté-là, il n'y a pas de questions ? Non, il n'y a pas de questions. Oh, très étonnant. Oui, bonjour. Je suis Pierre Renard, donc médiateur et président du Centre de médiation et de formation à la médiation. Alors, je voudrais revenir sur la confusion des vocabulaires. Vous l'avez rappelé dans votre sondage, le public est un peu perturbé. Et là, nous avons deux intervenants, Franck et Laurent, qui parlent tous les deux de médiation sociale, mais ça ne veut absolument pas dire la même chose. Alors, c'est une question que je poserai plutôt à Laurent. Pourquoi ne pas appeler médiation citoyenne pour qu'on ne la confonde pas avec la médiation sociale de Franck? Franck, on ne va pas avoir besoin d'un médiateur pour régler le problème. Non, surtout que moi, je n'appelle pas ça de la médiation sociale. Ben non. Pourquoi ça s'est appelé médiation sociale? En fait, au départ, ça s'appelait médiation sociale et culturelle. Les premières démarches. Pourquoi pas changer médiation citoyenne, ça pourrait, pourquoi pas. Il faut demander, il faudrait poser la question à notre secteur. Social, c'est très relié, en tout cas, le terme social chez nous, c'est très relié à l'intervention sociale. Et si on veut effectivement intégrer le code de l'action sociale et des familles, c'est bien dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que le mot social a en tout cas ce sens-là chez nous. Voilà. Mais il y en a qui commencent, par exemple à Marseille, on appelle ça la médiation sociale urbaine. À d'autres endroits, on l'appelle. Mais il y a toujours médiation sociale. Mais c'est vrai que c'est lié à l'intervention sociale. Voilà. Bonjour, Sébastien Cuinet, président de l'Association pour la médiation familiale, APMF. Je suis donc médiateur familial diplômé d'État, puisqu'en France, il existe un diplôme d'État pour la médiation familiale. Et quelques secondes avant ma question, je vais vous parler de la schizophrénie, ou peut-être de l'ambivalence des pouvoirs publics ou du législateur, puisqu'il avait été prévu, lorsqu'on a commencé à penser des listes de médiateurs dans les cours d'appel, et ça concerne tout le monde, une rubrique spéciale pour la médiation familiale. Donc ça, c'est octobre 2017. Et hop, circulaire dépêche du garde des Sceaux en février 2018, il est indiqué: l'exercice de la médiation familiale n'est pas subordonné à un quelconque diplôme. Ce n'est pas un diplôme, c'est un quelconque diplôme. Donc tous ici, autant qu'on est, quand on cherche à être formé et qualifié, c'est un petit peu vexant. En tout cas, moi, j'ai été vexé. D'où ma question. Pensez-vous qu'un médiateur doit être qualifié, formé, compétent et reconnu en tant que médiateur, ou, comme c'est très mal écrit dans notre code de procédure civile au 131.5, qu'il doit simplement posséder par l'exercice présent ou passé la qualification requise eu égard à la nature du litige? Merci. Est-ce que nous avons le temps d'écrire une thèse sur le sujet? Sébastien, à qui poses-tu la question? N'importe. Allez, hop. Allez, Nicolas. Juste pour répondre à Sébastien sur la problématique du médiateur familial, ça vient du fait que dans les structures de médiation familiale, certaines structures de médiation familiale, il suffisait qu'il y ait un médiateur familial formé pour que la structure puisse ouvrir. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle ils ont rajouté en dehors de tout diplôme. Peut-être dire un petit mot sur la définition qui est dans le Code de procédure civile. Ce n'est pas une définition qui est faite contre les médiateurs, c'est une définition qui est faite pour permettre à tout un tas de personnes qui, très rarement par rapport à la pratique des milliers de médiations qui se font tous les jours, parfois des hauts fonctionnaires, des anciens magistrats conduisent des médiations dans des gros litiges, dans des grèves, enfin, etc. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a cette définition un peu étrange, un peu hybride,
mais qui, je suis d'accord avec vous, est sûrement source de confusion. Il faut certainement que les médiateurs soient formés. Ce n'est pas une condition suffisante, à mon avis, à la qualité du travail d'un médiateur, mais c'est une condition qui, en revanche, à mon avis, est nécessaire. Il n'est pas possible de conduire des médiations, sauf si on est directeur général du travail ou ancien président de chambre à la Cour de cassation. C'est plus compliqué de s'imaginer que tout citoyen puisse s'instituer comme médiateur et réussir, à mon avis. Nous, au Luxembourg, on n'a pas cette distinction aussi entre les médiations. Quand on part souvent en France, on voit ces histoires de diplômes d'État, de médiation familiale. Et nous, on n'est pas encore à ce point-là, et j'espère qu'on n'arrivera pas. Donc, et c'est vrai que rien qu'avec cet agrément, et qu'on espère que cet agrément civil et commercial puisse être réformé très très bientôt, on pourrait avoir une certification ou je sais pas, une reconnaissance, je ne sais pas comment utiliser, quel terme utiliser, une reconnaissance en tant que médiateur et garantir être formé pour tout type de médiation. Et peut-être j'ajouterais, c'est peut-être le paradoxe français. On fait un diplôme d'État dans une matière et finalement, on n'en tient pas compte. Une autre question ? Oui, bonjour. Mohamed Arabi, donc je suis médiateur de l'enseignement agricole. Je suis médiateur institutionnel. Alors, j'ai entendu parler de la formation initiale du médiateur. Bon, je dirais que c'est la base, mais c'est pas suffisant parce que pour être un médiateur, il faut de la pratique et puis aussi de la formation continue. Alors, dans notre métier, nous sommes souvent isolés, surtout dans les petites organisations, donc souvent on est 1 ou 2. Moi, j'ai la chance de travailler avec une autre collègue, donc nous sommes deux médiateurs. Et pour moi, la comédiation, c'est déjà un plus parce que ça nous permet justement d'avoir un échange de pratiques et puis aussi de faire à chaque fois un feedback par rapport à nos interventions. Alors j'ai entendu tout à l'heure Nicolas Fournier qui parlait d'un système qui existe en Grande-Bretagne, c'est celui du mentorat et puis de la supervision. Enfin, moi, je dirais que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très développé en France. Ça existe dans le coaching, mais dans la médiation, ça reste encore à mettre en œuvre. Alors, moi, j'ai la chance de participer dans le cadre... Est-ce que vous pourriez poser la question? Je suis désolée, mais il y a plein de questions encore à poser. Alors, il n'y a pas de question, mais c'est une contribution. Donc, pas forcément une question. Hein. Donc, moi, je voudrais alimenter ce qui a été dit dans l'intervention. Et c'était par rapport à la formation des médiateurs. Donc, je dirais que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et moi j'ai envie de répondre à cette belle question en disant que vous avez mentionné la comédiation. Moi, je trouve que c'est une très belle pratique, la comédiation. Ça permet aux médiateurs de sortir d'une certaine solitude. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais moi, parfois, il y a des moments où je me retrouve, je me dis, mais où est-ce qu'on va? Et le fait d'être deux, ça change tout. Donc, on est plusieurs, en Angleterre et en France, à essayer de développer la comédiation. Alors, évidemment, il y a plein de questions qui se posent, mais il y a, à mon avis, ces questions peuvent être dépassées. Et le fait d'être deux, d'abord, on fait face beaucoup mieux aux situations, on apprend de l'autre. Les parties, à mon avis, ont une meilleure prestation. Donc, je suis très, très en faveur de la comédiation. Je trouve ça excusez-moi, je trouve ça très très important aussi, la comédiation, et c'est vrai que c'est très rare qu'on en parle. Nous, notre pratique dans l'association où je travaille, on ne fait que de la comédiation. Parce que, mais c'est difficile de faire ça, de devenir une exigence, puisque c'est aussi un énorme coût. Donc nous, on a cette possibilité, et c'est vrai que comme je suis de votre avis, ça augmente une certaine qualité de la médiation. Il y a une question là-bas. On prendra votre question après, il n'y a pas de problème, comme vous voulez. Pas de souci, Bonjour, Anne-Philippe, médiatrice débutante et ex-DRH de certains morceaux de ArcelorMittal.
Ma question s'adresse à Franck Rimbaud et peut être liée également aux questions de comédiation. J'avais fait un mémoire de recherche sur la médiation intra-entreprise dans les grands groupes. J'avais eu l'occasion de travailler notamment avec Orange, qui avait développé d'abord et qui a développé une médiation avec des médiateurs internes et qui avait commencé une expérience en associant également une formation de salariés internes pour un certain rôle de médiation. J'aimerais savoir si chez Air France, vous avez cette réflexion. Alors, le dispositif que j'ai exposé tout à l'heure est un dispositif qui a vocation à ne régler que les litiges entre l'entreprise et les salariés. Après, on a des dispositifs de médiation interpersonnelle qui sont destinés de façon plus classique à régler des problèmes de relations entre personnes, de relations entre collègues de travail, de relations entre collaborateurs et managers. Mais on fait ça plutôt là aussi avec des médiateurs externes qu'avec des médiateurs internes. Maintenant, chez Air France comme partout, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la profession de médiateur. On a de plus en plus de collaborateurs qui demandent à suivre des formations à la médiation. C'est un sujet, oui, qu'on n'exclut pas d'utiliser pour cette typologie très particulière de médiation qui sont plus des médiations entre personnes pour essayer de rétablir des relations un peu plus harmonieuses. Là, il y a une question aussi pour après, tout en haut, là-bas au bout. Allez-y. Rebonjour, Jost Löschner, médiateur et co-médiateur du Luxembourg. Encore une question, direction Air France, médiation entreprise. Une question, comment est-ce que vous motivez les directeurs, les managers concernés de ne pas faire le recours très vite au département juridique? Comment est-ce que vous les motivez de s'exposer soi-même, de prendre du temps pour aller en médiation? Qu'est-ce que c'est leur avantage? Merci. C'est une excellente question que vous posez là, puisque je ne l'ai pas dit, mais le principal obstacle qu'on a rencontré quand on a mis en place le dispositif, c'était pas tellement les managers qui sont moins exposés, mais c'était d'abord le réseau RH, c'est-à-dire les responsables de ressources humaines, qui en fait au début ont vu ce dispositif, surtout dans une grosse entreprise comme Air France, où toutes les prises de décision sont compliquées, il faut des validations de plusieurs personnes, enfin, etc. Donc là, l'un des intérêts de ce dispositif, c'est que comme ça se déroule avec des juristes de la direction juridique qui ont un pouvoir de représentation, ils ont la capacité d'engager de l'argent, ils ont la capacité de prendre des décisions. Et donc lorsqu'on a présenté le dispositif, la principale réticence, avant que ça commence à fonctionner, c'était le réseau ressources humaines, qui s'est dit, ce dispositif est un dispositif dans lequel on va être déjugé, on nous demande de tenir des positions, on tient des positions, et ensuite on va être déjugé par la direction juridique sociale. Pour pallier cette difficulté, on a fait deux choses. La première, c'est que on essaye d'associer systématiquement. En fait, dans le dispositif, le salarié peut toujours être assisté comme il pourrait être assisté s'il faisait une procédure judiciaire. Donc il a le droit d'être assisté soit par un avocat, soit par un représentant du personnel, soit par un salarié de l'entreprise. Et donc on a d'une façon un peu parallèle prévu que les juristes de la direction juridique sociale soient aussi assistés, soit du manager, soit du responsable ressources humaines. Donc ces responsables ressources humaines participent à la médiation, ils sont associés à la décision, ils sont associés à la construction de la décision. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ça a été en fait à l'usage. En fait, ils se sont rendus compte que les craintes qu'ils pouvaient avoir sur le fait d'être déjugés n'étaient pas fondées, mais que c'était d'une certaine façon la médiation, la possibilité de se donner un nouvel espace de dialogue et souvent de trouver des solutions, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent être très décalées de ce qu'était la demande initiale. Il y a parfois quelqu'un qui dit
on s'est mal comporté, enfin, je suis harcelé, il faut me donner 5 ou 10 000 euros de dommages intérêts. Et en discutant avec lui, en prenant le temps de discuter avec lui, avec l'aide d'un médiateur, parce qu'on n'aurait peut-être pas la même qualité de discussion sans l'assistance du médiateur, eh bien on se rend compte que souvent c'est des gens à qui il y a 5 ans, on a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, des gens qui à un moment se sont investis très fortement et qu'on n'a jamais remercié. Et donc c'est ce ressentiment, cette accumulation de ressentiment qui finit par générer ces conflits. Et la médiation, pour ça, est un outil extraordinaire, en fait, pour permettre à la parole de s'exprimer et décaler souvent le litige. Et donc, cette crainte qu'on avait au début, aujourd'hui, s'est dissipée. Ça fait maintenant 4 ans qu'on a lancé le dispositif. Et les responsables ressources humaines sont aujourd'hui des promoteurs du dispositif de médiation. C'est-à-dire, quand il y a un conflit avec le salarié qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils orientent souvent les salariés vers le dispositif de médiation. Oui, bonjour. Excusez-moi, il y a juste... non, mais non, ça n'empêche rien, votre question. C'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui se manifeste depuis tout à l'heure, tout en haut. Et il y a Dominique aussi, là, qui veut une question. C'était juste pour indiquer à l'hôtesse, parce que c'est un peu compliqué d'être partout en même temps. Pas de souci. Dans le cadre de votre sondage au début de cette séance, vous indiquiez que l'utilisateur était un peu perdu entre les notions de médiateur et conciliateur. Il semble que ce soit un peu une exception française. Pensez-vous que dans le cadre d'une professionnalisation de la médiation, il faille aller vers un métier unique avec des mêmes exigences de formation, à la fois pour le médiateur et le conciliateur? À qui posez-vous cette question? Un petit peu de manière générale, peut-être la vision étrangère de la médiation et le regard français. Peut-être avez-vous des observations par rapport à cette dualité qui existe en France? Alors, pour parler de l'Angleterre, on a 2 termes, on a mediation et conciliation. En général, la nuance entre les deux, c'est pas tellement sur la formation et la façon de se qualifier, c'est plus est-ce que le médiateur, est-ce que le facilitateur, on va l'appeler comme ça, pour pas prendre position, est-ce qu'il va jusqu'à proposer une solution ou pas aux parties? Et on a tendance à dire en Angleterre, si c'est une conciliation, donc effectivement, à la fin du processus, le conciliateur, le facilitateur, fait une recommandation qui n'est pas engageante pour les parties, mais qui permet de dire un petit peu quelle est son opinion, et après, charge aux parties de décider si elles acceptent ou pas. Alors que le médiateur, en théorie, n'est pas censé faire de proposition. En fait, ça, c'est une pratique, c'est un peu manichéen, parce que même dans le rôle de médiateur, il y a ceux qui ne sont pas du tout interventionnistes et ceux qui ont tendance à pousser vers quelque chose, et c'est un continuum, et j'ai tendance à dire que il n'y a pas de règle absolue de ce point de vue-là, si in fine on garde l'intérêt des parties présents à l'esprit et que le médiateur s'adapte aux besoins spécifiques de cette médiation. Mais la question portait aussi sur le fait d'avoir une formation commune. Est-ce que les conciliateurs et les médiateurs en Angleterre ont la même formation? Oui. Oui. Ils ont la même formation. Parce que ce n'est pas le cas en France, et c'est la raison de la question, en fait. Dire qu'en fait, en France, les conciliateurs ont une formation. Je ne veux pas critiquer les conciliateurs. Effectivement, on a la même vision, c'est-à-dire que les conciliateurs rendent un avis, ils ont leur rôle et nous sommes complémentaires. Sauf qu'on n'avait pas la même formation. Et la question était posée de savoir si c'est ce qui a été fait, me semble-t-il, au Canada, où au départ, en fait, il y avait une différence entre les 2 professions, et finalement, en fait, on avait uni les 2 professions avec le même type de formation. Mais en France, ça n'est pas du tout actuellement dans l'objectif de formation. Elisabeth, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, honnêtement, à ma connaissance, il n'y a pas de formation pour conciliateur au Luxembourg. Je regarde mes collègues s'ils sont au courant de quelque chose, mais... Oui, merci. Donc, est-ce que vous pouvez vous lever, parce qu'on ne vous voit pas sinon? Merci beaucoup. Donc, je suis Nathalie Mauvieux, je suis médiateur et je suis présidente du réseau des médiateurs en entreprise. J'ai exercé assez longtemps à la SNCF où j'ai été DRH et j'ai participé au développement du dispositif de médiation interne à la SNCF que j'ai vu grandir et embellir. Et un point qui me semble important et que vous n'avez pas évoqué, c'est le fait que pour la ligne managériale et notamment le management intermédiaire, c'est difficile. Voilà, le conflit c'est un peu tabou.
ou alors on lave son linge sale en famille, ou alors on ne parle pas, enfin qu'est-ce que vient faire ce tiers, on va penser que je suis nulle, etc. Donc voilà, il y a eu comme ça un travail à faire auprès de la ligne managériale, qui évidemment, enfin, dont le rôle est essentiel hein, pour le déploiement de la médiation. Est-ce que ça a été le cas à Air France? Est-ce que vous avez parlé des freins tout à l'heure au niveau des acteurs RH? Est-ce qu'il y a eu des freins aussi au niveau de la ligne managériale? Et j'ai une petite question subsidiaire. Quand vous avez parlé des coûts, en fait, vous avez parlé des coûts de la masse salariale des juristes qui traitent le conflit, les coûts de judiciarisation. Enfin, tout ça, c'est des coûts visibles, en fait. Et est-ce que vous avez aussi dans le radar tous les coûts cachés, le coût du désengagement, le coût de la rumination, le coût de la démotivation, le coût de l'image aussi, hein, déficit d'image pour l'entreprise. Est-ce que tout ça aussi, vous l'avez aussi voilà, peut-être calculé, évalué? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre vite, parce que le retour. Sur le premier point, c'est-à-dire le management intermédiaire, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, je pense, à la SNCF comme chez Air France, comme dans beaucoup de grosses entreprises où il y a finalement dans la relation de travail énormément d'intervenants et il n'est pas possible malgré tout à un moment de satisfaire tout le monde. Donc il y a une volonté qui à un moment s'est exprimée, qui était une volonté de la direction générale d'essayer de résoudre les conflits, que ça plaise ou pas, mais qu'on trouve des solutions qui permettent de résoudre rapidement les difficultés, notamment pour la raison que vous exprimez ensuite, qui est celle de la motivation et de l'engagement des salariés. Ça, on le mesure. On a chez Air France aujourd'hui un employee promotion score, enfin comme il existe le NPS pour les clients. On a un EPS pour l'engagement des collaborateurs. Ça permet de voir assez précisément. Un des autres indicateurs forts, c'est la baisse du recours au conseil de prud'homme. J'ai connu une époque où chez Air France on comptait les nouvelles instances prud'homales par milliers tous les ans. Ensuite, 10 ans après, on les comptait en centaines. Et maintenant, enfin, depuis le début des années 2010, on les compte en dizaines. Enfin, donc on est arrivé, certainement aussi grâce à ce dispositif, à un taux de conflictualité judiciaire qui est beaucoup plus proche de celui d'entreprise entre guillemets normale que d'entreprises comme votre ancienne entreprise, la mienne et la RATP. Une autre question? En fait, ma première question, c'était concernant le fait que est-ce que votre exemple d'Air France est transmis à d'autres entreprises de cette taille? Bien, mais la remarque que moi je ferais plutôt, c'est le fait que juridiquement, les textes aujourd'hui ne font pas de différence entre la conciliation et la médiation. Donc c'est probablement à nous d'évoluer par rapport à ça, nous médiateurs. Alors d'autres entreprises, oui, plusieurs entreprises se sont intéressées à ce qu'on ait mis en place. Après, je ne crois pas que ça soit la panacée, que ça soit nécessairement réplicable partout. Nous, ça fonctionne bien et je pense que ça fonctionnerait bien aussi à la SNCF parce qu'on a cette particularité que j'évoquais tout à l'heure qui est le fait que on a très majoritairement du contentieux de l'exécution du contrat de travail, ce qui est, alors que la plupart des entreprises ont plutôt des contentieux au moment de la rupture. Donc voilà, c'est adapté à cette conflictualité. Ensuite, conciliation, médiation. En droit du travail, il y a une vraie différence. La conciliation, c'est devant le conseil de prud'homme. Ça ne marche malheureusement pas assez. Moi, on l'a dit tout à l'heure, je suis membre du Conseil supérieur de la prud'homie et ça fait partie des questions que se pose aujourd'hui le Conseil. On réfléchit beaucoup aux pistes qui permettraient de relancer la conciliation prud'homale. Et aussi, il y a des textes en préparation en ce moment destinés à améliorer le recours à la médiation aussi devant le Conseil de prud'homme. Voilà, je pense que toutes les formules qui permettent de résoudre les litiges rapidement et efficacement, le plus rapidement possible, doivent être encouragées.
Et la dernière question. Oui, je veux bien rebondir. Dominique Retourné, avocate, médiatrice en droit du travail, superviseur de médiateurs. Nous sommes très actifs pour la formation continue des médiateurs au sein des différentes associations de médiateurs. Là, je représente l'AME, mais dans d'autres associations, il y a des groupes de supervision auxquels les médiateurs peuvent s'inscrire. Il n'y a pas de difficulté. Ma question est à Nicolas Fournier. Il y a visiblement, par rapport au contentieux prud'homal chez nous en France, vous avez tout un système en Angleterre de recours médiation pour les conflits issus de la rupture du contrat de travail et qui fonctionne très bien et un petit peu obligatoire. Est-ce que c'est pas ce que vous voulez faire en Angleterre au niveau des petits litiges et l'étendre et le déployer au niveau des petits litiges? Je m'excuse, je reconnais mon incompétence. Parce que c'est un système qui fonctionne très bien et sur lequel on nous a beaucoup parlé. On va étudier ça de près alors. Merci madame. D'accord, merci. Eh bien, nous mettons fin, donc il n'y a plus de questions. Je pense que de toute façon, on doit arrêter parce que il y a d'autres choses qui vont se suivre et que c'est important de rester dans les clous, d'autant plus qu'il est 36. Nous vous remercions tous de votre écoute. Merci beaucoup. Et la profession avance petit pas, comme on dit à La Réunion, et nous espérons beaucoup sur l'intervention de chacun d'entre vous pour le faire avancer. Merci à tous.